Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour Aurélie et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Aurélie, tu vis entre les États-Unis et la France. Tu as un parcours universitaire, je dois dire, impressionnant. Tu as travaillé presque 2 ans chez Bloomberg comme développeuse. Tu crées en parallèle In Silico Veritas, une agence de développement analytique et numérique spécialisée en algorithmique. J'en profite aussi pour remercier Victor, mon beau-frère adoré, avec qui tu collabores régulièrement et qui nous a mis en relation. T'es board member dans plusieurs sociétés de renom, Navia, Yves, L'Oréal, j'en oublie très certainement et tu pourras très compléter aussi. En 2019, tu publies un ouvrage qui s'appelle De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, pour résoudre de nombreuses incompréhensions en la matière. Dans cet ouvrage, tu traites de l'histoire des algorithmes et de leurs biais. Peut-être qu'on reviendra ensemble sur ces notions de biais. Tu récidives en 2020 avec l'apprentissage de la force et Penser à cet après, qui n'est encore qu'un horizon inconnu, ouvrage dans lequel tu nous appelles à enrichir notre culture scientifique et se forger un esprit critique pour s'engager dans l'après-crise de manière éclairée. Tu es considérée par le magazine Forbes comme l'une des 40 Françaises les plus influentes de l'année 2019. Aurélie, pour nous, tu explores le virtuel pour nous reconnecter au réel. Tu es connue et reconnue dans le monde entier dans ton domaine. On se sent véritablement chanceux de pouvoir en savoir un peu plus sur toi, qui tu es, d'où te vient cette passion pour la science, quels sont tes tipping points. Aurélie, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci à vous deux, Lucie et Romain. Je pense que tu as dit pas mal de choses déjà, Romain. Donc moi, je m'appelle Aurélie Jean, je suis scientifique numéricienne, donc en anglais on dit computational scientist. Donc en fait, j'ai été formée en France, éduquée en France, jusqu'à mon doctorat inclus. Et je suis partie aux États-Unis en 2009, d'abord pour travailler 2 ans à Penn State, puis 5 ans à MIT, puis 2 ans à Bloomberg. Et depuis 2018, donc je me suis déplacée à Los Angeles et je vis entre la France et les États-Unis, initialement depuis 2018 pour des raisons personnelles et maintenant à la fois pour des raisons professionnelles. Et en plus il y a plein de choses à dire, mais je vais pas étaler, c'est pas important. Mais j'ai aussi créé une société cette année, une nouvelle société dont je suis vraiment fière, qui est le résultat d'un projet de recherche avec mes collaborateurs israéliens, donc américains, israéliens, français. Donc il y a Philippe Benilouche, Grégory Ramsianou et Annette Massé. Et en fait, on a développé, donc la société s'appelle Deepix, elle est basée à Tel Aviv, et on a développé une technologie d'IA. On a travaillé pendant 1 an et demi dessus. Donc c'est une technologie algorithmique pour aller détecter et localiser une signature tumorale, c'est-à-dire avant la phase de tumeur sur une mammographie. Donc on peut détecter en fait une signature tumorale 3 ans avant que l'on voit la tumeur sur une mammographie. Donc on imagine les conséquences, la révolution pour les femmes et les familles et les gens, la société en général. Donc et puis je fais plein de petites d'autres choses à côté, mais c'est pas, on aura peut-être l'occasion d'en parler la discussion. On va juste redire IA, intelligence artificielle, pour juste peut-être ceux qui n'auraient pas l'habitude de ce sigle-là. Aurélie, les États-Unis, on voit pas mal de scientifiques qui font justement ces ponts entre la France et les États-Unis. Pourquoi les US ? Est-ce que tu trouves des choses aux États-Unis que tu ne trouves pas en France ? Pourquoi ce choix-là ? Au-delà des raisons personnelles, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une complémentarité à faire ces ponts entre les US et la France ? Alors, c'est intéressant que tu dis ça. Je peux t'expliquer pourquoi je suis partie en 2009. Je suis partie juste après mon doctorat. Alors, je suis partie pour 2 raisons. La première étant que j'avais déjà une expérience aux États-Unis en 2004 lorsque j'étais partie faire un stage à CU Boulder dans le Colorado, un stage de recherche. J'avais adoré pendant 5 mois et j'avais vraiment adoré, donc je voulais vraiment avoir l'expérience américaine. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'était assez évident pour moi après ma thèse, c'est-à-dire que après ma thèse, je voyais pas d'opportunité de fou, tu vois, qui m'était offerte, et surtout, je voulais continuer dans la recherche.
Et j'aimais beaucoup de ce que j'en avais vu, en tout cas en 2004, j'aimais beaucoup la manière dont fonctionnait la recherche aux États-Unis, qui est très différente de la France. Parce qu'en fait, lorsqu'on est chercheur aux États-Unis, mais encore une fois, c'est une impression très personnelle, et il y a des gens qui vous diraient que c'est pas bien. C'est que moi, en fait, j'avais cette impression de liberté. C'est-à-dire que quand tu es aux États-Unis et que tu fais ta recherche, quand tu es jeune professeur en tout cas, comme je le dis souvent, on te donne les clés du camion. C'est-à-dire que tu es en charge de ton équipe, tu choisis tes doctorants, tu choisis tes sujets de recherche, tu choisis où publier, tu choisis les cours sur lesquels que tu enseignes, etc., etc. Donc moi, j'étais postdoc au début, puis research scientist, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cette liberté qui m'était plus, voilà, ça m'allait plus par rapport à ma personnalité. Et Romain parlait de Victor, donc ton frère, Lucie, et Victor est un très très bon ami à moi, et je sais qu'on partage les mêmes choses et qu'on a besoin de cette liberté. Une liberté qui, par ailleurs, vient avec des responsabilités, faut pas croire, C'est pas free lunch, C'est pas l'open bar, quoi. Donc voilà. Mais moi, j'avais besoin de ça. Beaucoup besoin de ça pour pouvoir développer ma créativité. Et a posteriori, j'ai découvert, mais ça, je l'avais pas vu au départ, que j'ai eu des moyens aux États-Unis que j'aurais peut-être pas forcément eu en France. Et petit détail, moi j'ai été embauchée par des gens qui venaient de la médecine. Et du coup, en 2009, c'était quand même il y a longtemps, être embauchée à l'époque, vu mon profil, j'ai quand même un profil de scientifique dans mécanique numérique, pas du tout dans la médecine, et d'avoir été embauchée par des gens qui venaient de la médecine, c'est quand même on sent la transversalité qui est quand même hyper présente là-bas, et je pense que j'aurais pas forcément eu, en tout cas en 2009, je sais pas aujourd'hui, en 2009, j'aurais pas eu cette opportunité en France d'être embauchée par des médecins pour travailler sur un sujet médical. Donc voilà, donc c'est maintenant aujourd'hui la complémentarité, elle est personnelle et professionnelle. Personnelle parce que j'aime bien passer mes hivers à LA et mes étés parce qu'il fait pas trop chaud et il fait doux en hiver. Et puis c'est vrai que j'ai des amis et des proches des deux côtés de l'Atlantique, famille inclus, j'entends. Et puis c'est vrai que côté professionnel, en fait, je prends le meilleur des deux, en fait, de façon très égoïste, je reconnais, parce que j'ai le luxe de pouvoir le faire. Donc, c'est-à-dire que voilà, je travaille beaucoup principalement avec des Américains, et j'adore leur manière de leur pragmatisme, le fait que les réunions ne durent jamais plus de 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà. Et puis côté français, voilà, je dirais que professionnellement, j'aime beaucoup les États-Unis. Personnellement, c'est vrai que j'aime bien aussi notre côté un peu latin, qui parfois m'exaspère, mais que j'adore parce que je suis latine, donc je me plains souvent. Mais j'essaie d'amener toujours une solution à une plainte, ce qui est toujours fondamental et important pour pouvoir avancer. Voilà, donc j'ai envie de dire, pour répondre à ta question plus simplement, Lucie, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas vraiment calculé, c'est-à-dire qu'en 2018, je suis rentrée pour être proche d'un membre de ma famille qui était malade. Et en fait, j'ai essayé de transformer cette situation où je me sentais obligée de le faire, voilà. J'ai essayé de la transformer en une situation profitable pour moi, aussi professionnellement, et voilà, et ça a marché. J'ai fait pas mal de choses, j'ai pu développer mes collaborations en Europe, mes clients, j'ai pu écrire un livre, j'ai pu tout ça. Donc je pense que j'ai réussi à transformer une situation personnelle, drivée personnellement, en une professionnelle profitable. Voilà. Oh, super. Aurélie, t'es une personne qui est très attachée à la vulgarisation. Qu'est-ce qui t'amène en fait à focaliser vraiment là-dessus, au-delà de l'aspect éveil des consciences des citoyens? Pourquoi tu pointes ça en fait? Tu vas directement dessus. Bien sûr, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens qui m'ont le plus impressionnée dans mes études, c'est les gens qui vulgarisaient. Je vais citer 2 personnes, une personne de notre époque, une personne du passé. La personne du passé, c'est Richard Feynman, qui est l'un de mes grands modèles. J'avais pas de modèle féminin, moi, quand j'étais étudiante. Donc Richard Feynman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand scientifique, donc qui est mort maintenant, mais grand scientifique, prix Nobel de physique, et qui a d'ailleurs été impliqué dans le projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale. Un grand physicien, mais surtout un grand vulgarisateur, un excellent professeur. Et d'une grande générosité. La générosité va avec les qualités de vulgarisation, je pense. Et puis dans un temps plus présent, c'est notre physicien français Étienne Klein. Moi, je lisais ses livres dès l'adolescence, et c'est vrai que c'est vraiment par rapport à ces gens. Donc j'ai toujours adoré la vulgarisation, donc j'ai toujours aimé ça. Et puis une raison assez pratique, c'est que la vulgarisation est quelque chose qui est extrêmement valorisé aux États-Unis, même professionnellement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au MIT et que j'écrivais dans des blogs de sciences d'amis, et en fait, donc j'ai toujours écrit,
Et en fait, le MIT l'a vu et je me suis dit, oh là là, peut-être que je vais me faire disputer parce que j'écris dans des blogs. Et en fait, pas du tout. Ils ont adoré. Et puis au contraire, ils ont dit, mais il faut que tu le fasses, c'est important. Et même quand j'étais à Bloomberg, dans l'évaluation annuelle, en fait, ils regardent aussi ce que tu fais à côté parce que c'est bien, en fait. Donc pour moi, ils étaient vraiment, voilà, c'était mis dans mon évaluation que j'étais impliquée pour les femmes dans la tech, dans les sciences, mais aussi dans la vulgarisation. Et je dis ça parce que, en fait, c'est beaucoup moins valorisé professionnellement en France. C'est-à-dire que moi, j'ai cette impression, en fait, que lorsque quelqu'un vulgarise, ça veut dire déjà il y a cette notion de perte du pouvoir par le partage de l'information, alors qu'en fait, c'est l'information, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je pense que c'est parce qu'on partage ces données, enfin ces informations, ces connaissances, qu'on va justement décupler ses pouvoirs et son influence. Et puis il y a cette idée en fait que quand tu prends du temps pour vulgariser, pour écrire un papier, pour parler, c'est du temps perdu que tu aurais pu utiliser autrement, professionnellement. Et même si de ce que j'avais compris, la nouvelle loi pour la recherche impliquait une revalorisation en fait des contributions grand public en sciences. Et je pense que c'est fondamental. Il faut valoriser ça, il faut le mettre en valeur, il faut en parler, il faut voilà, et que c'est en plus, je vais même dire, c'est plus qu'un devoir, c'est une obligation de tous les scientifiques, de tous les sachants, en fait, peu importe le domaine de savoir, c'est une obligation en fait de transmettre aux autres, parce que ça s'appelle la démocratie, le partage, la cohésion sociale, quoi. Donc pour moi, c'est fondamental, critique, voilà. Et tu as toujours voulu faire des sciences, toi, Aurélie? Ouais, toujours. En fait, alors ça vient aussi sûrement de mon milieu social. Donc moi, je viens plutôt d'un milieu classe moyenne. Et c'est vrai que quand tu viens de classe moyenne, moi, c'était pas, j'envisageais pas d'aller en école de commerce ou d'être artiste ou tu vois. Et les sciences, c'est quelque chose de concret, tu vois, c'est quelque chose de tangible. Donc en fait, donc il y a de ça sûrement, mais aussi parce que moi, j'ai été baignée dans la vulgarisation scientifique, dès le plus jeune âge, parce qu'en fait, mon papy m'a toujours appris à me questionner, à questionner ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je lisais et ce que j'observais, de façon à pouvoir développer cette curiosité qui allait m'aider, et surtout côté scientifique, parce que la science, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est assez transclasse sociale. C'est-à-dire que tu peux avoir des réponses à tes questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'eau bout à 100 degrés? Et pourquoi l'eau bout à d'autres températures, à d'autres types d'environnement? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi il n'y a plus de dinosaures? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la crise tertiaire et compagnie. Moi, j'ai adoré ça. Et voilà, toutes ces choses-là. Et qui sont moi j'ai baigné là-dedans. Et c'est vrai que depuis très jeune, je me vois à 7 ans, j'en parle dans le livre, dans mon premier livre, à 7 ans, j'étais dans la cuisine de mes grands-parents, on prenait le petit déjeuner, et ils écoutaient une matinale du week-end, et dans cette matinale, ils parlaient du MIT. Et ils parlaient de ces gens qu'on appelle chercheurs, qui faisaient des calculs mathématiques pour trouver la solution, à savoir s'il fallait marcher ou courir sous la pluie pour être le moins mouillé possible. Et j'avais trouvé ça génial, et je m'étais dit, je vais être chercheur, voilà. Et pas chercheuse, parce qu'on n'utilisait pas le mot chercheuse à l'époque. Donc je voulais être chercheur. Et voilà. Et moi, les sciences, j'ai toujours aimé ça. Je trouvais que c'était une manière d'avoir un certain pouvoir sur le monde, parce que tu le comprends, mais aussi tu peux le modéliser, tu peux le concevoir, tu peux le dessiner. Voilà. Donc c'est très égocentrique, hein, mais voilà. On a chacun ses motivations. Moi, je voulais avoir du pouvoir sur le monde pour le changer. Mais bon, voilà. Et en tout cas, tu nous tends une perche en disant chercheur. Tu disais aussi, j'ai eu en fait mes rôles modèles étaient plutôt masculins. Encore aujourd'hui, je pense que le monde de la science est un monde relativement masculin. On baigne aussi dans la tech et on a des difficultés monstres à recruter plus de femmes, enfin de façon très basique. Et si on ne regarde que ça, parce que la diversité est beaucoup plus large que juste la diversité de genre. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce que tu fais pour féminiser un petit peu plus ce monde-là? Alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire en fonction de ta position sur l'échiquier sociétal. En fonction si tu es un parent, si tu es un professeur, si tu es un employeur, ou tu vois, etc., etc. Alors moi déjà, premièrement, j'ai réalisé, je connaissais un peu la notion de rôle modèle, mais pas
forcément beaucoup, et surtout, comme tu l'as très bien dit, moi, j'ai eu que des rôles modèles masculins. J'ai eu un rôle modèle féminin quand j'étais ma première année de fac à Sorbonne Université, anciennement Pierre-Marie Curie. C'est ma professeure de physique, Lucille Julien, où lorsque je l'ai vue, en fait, je me dis, putain, mais elle est hyper intelligente, hyper brillante, et elle a ce pouvoir. Moi, j'adore cette notion de pouvoir au sens influence, hein. Elle a ce pouvoir de comprendre le monde. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai envie de faire comme elle, et j'ai regardé ce qu'elle avait fait. Elle avait fait un doctorat, et je me suis dit, mais moi aussi, je vais être docteur. Comme ça, je vais avoir le plus haut niveau de ce que je peux avoir, enfin d'aller au plus haut niveau de mes études, quoi, pour être comme elle. Donc voilà, donc c'est grâce à elle. Elle le sait, hein, je lui ai dit, c'est grâce à elle si je suis devenue docteur. Maintenant, quand est-ce que j'ai réalisé que moi je pouvais aussi jouer un rôle? C'était quand j'étais au MIT, j'attirais les filles en fait qui sont en undergrad, donc tu sais niveau licence, hein, avant la licence. Voilà, je les invitais, j'essayais de les attirer pour faire des stages dans notre labo de recherche pour qu'elles puissent apprendre à coder et qu'elles nous aident en fait sur des petits scripts, des choses voilà assez simples pour l'analyse de data, etc. Et en fait, il y a un moment, je leur ai demandé, enfin donc j'en attirais pas mal, hein, ça marchait bien. Et puis je leur ai demandé, mais pourquoi vous n'avez pas appris à coder avant, quoi, tu vois? Ouais. Et en fait, elles m'ont fait cette réponse qui est toute simple mais hyper sincère. Elles m'ont dit parce qu'on ne t'avait pas vu avant, on t'avait pas vu, voilà. Et le fait de on ne t'avait pas vu, ça veut quand même dire que la projection visuelle dans quelqu'un, cette projection incarnée est vachement importante. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, il faut que les gamines me voient, il faut que les filles me voient. Et c'était pas évident parce que moi, je suis pas timide du tout, mais je suis plus introvertie. C'est-à-dire que voilà, je suis très secrète sur ma vie privée, sur moi. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je fais parler cette personne sur elle-même. Je parle pas de moi, enfin voilà, etc. Donc voilà, mais je me suis poussée à le faire et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc maintenant dans les solutions pour avoir plus de femmes, de filles dans ce milieu, donc il y a 2 étapes. Il y a attirer les filles dans les sciences et éventuellement que ces femmes restent dans ce milieu parce qu'il y a vraiment deux pas importants dans leur carrière. Alors pour les faire rentrer dans les sciences, en France par exemple, on remarque que les filles vont dans les sciences jusqu'en terminale inclus et c'est après en fait qu'elles quittent les sciences. Je pense qu'il y a vraiment une revalorisation des métiers scientifiques, de leur montrer qu'il y a plein de choses qu'elles peuvent faire. Moi, je suis assez cash avec elles, je leur dis, voilà, vous pouvez changer le monde, vous pouvez le modéliser, vous pouvez le comprendre, vous pouvez bien gagner votre vie, et c'est important de bien gagner votre vie pour plein de raisons. Et je vais utiliser un cliché, je m'en excuse, mais les femmes sont souvent les caretakers, et du coup, celles qui prennent soin des autres. Et du coup, je leur dis, vous savez, quand vous gagnez bien votre vie, vous pouvez aider les autres, vos proches à bien vivre également. Donc c'est un détail, mais c'est un détail important. Et puis voilà, donc je leur dis ça. Et puis et je vais vous donner une petite anecdote. C'est quand j'ai parlé une fois à un lycée de l'Arkansas aux États-Unis. Et c'est des gamines en fait qui étaient dans le club de robotique du lycée. Il y en avait très peu. Et donc la professeure m'a demandé si je pouvais leur parler pour justement voilà qu'elles aient un rôle modèle et qu'elles puissent continuer dans cette voie après leur lycée. Et je leur ai demandé, mais selon vous, pourquoi les filles ne font... Parce qu'au lycée, en fait, les filles arrêtent la science... Enfin, aux États-Unis, pardon, les filles arrêtent la science au niveau lycée, hein, pas après comme nous. Je leur dis, mais pourquoi les filles font pas de science? Pourquoi? Expliquez-moi. Enfin... Et en fait, elles m'ont donné cette réponse auquel je ne m'attendais pas. Elles m'ont dit, parce que ça plaît pas aux garçons. Voilà. Donc ça m'a fait super mal. Et je leur ai dit, mais attendez, vous vous trompez les filles, quoi. Les garçons bien, ils adorent les filles intelligentes. Donc, si vous allez dans les sciences, bah, vous serez intelligente comme dans d'autres matières, hein, j'entends. Mais pourquoi? Enfin, vous vous trompez, quoi. Voilà, donc faut vraiment casser les clichés, c'est très très dur. Ouais, et après, c'est pas sexy en fait. C'est ça que tu dis. Voilà, c'est ça le terme, c'est pas sexy. Et moi, j'ai envie de casser ça, tu vois. J'ai envie de casser ça parce que et on a des grands modèles aux États-Unis de femmes scientifiques qui sont hyper charismatiques, sexy. Pour moi, sexy n'est pas un terme sexiste, hein, c'est un terme hyper valorisant. Moi, je pense à Joy Bogliami, je pense à Meredith Broussard de NYU, je pense à toutes ces femmes, moi, que je trouve être des kick-ass, quoi, tu vois, et qui ont un style, un charisme, une beauté intérieure, extérieure. Enfin, il faut montrer ça aux filles, quoi. Non pas qu'il faut être comme ça forcément, mais il faut élargir le champ des possibles. C'est ça que je dis en fait. Et puis puis je pense en France à des femmes comme Dipti Chandler. Enfin, il faut des femmes comme ça, quoi. Et puis après, par exemple, lorsque tu es recruteur, quand tu veux recruter des femmes dans le milieu technique ou scientifique, moi je dis souvent, il faut savoir leur parler. Et je crois même que c'est leur parler de la même manière dont on parlerait aux millennials aujourd'hui, enfin aux jeunes générations, qui sont, je pense, on a une diminution du gap entre hommes et femmes, en tout cas des perceptions qu'ils ont sur eux-mêmes et sur le monde,
qu'ils ont. C'est par exemple, moi je reprends souvent les descriptions de job description en fait de mes amis qui recrutent, parce que je leur dis, là tu parles pas aux filles, quoi. Par exemple, je donne un exemple, il faut arrêter de mettre la liste des compétences à avoir au détail près, tu vois. Pourquoi ? Parce que une femme, instinctivement, elle ne va candidater que si elle a 100% des compétences. Un homme va candidater et c'est lui qui a raison. S'il a, j'en sais rien, moi, 60, 70%, mais il n'aura pas 100% des compétences. Et c'est lui qui a raison. Parce qu'en fait, si tu prends un job où tu as toutes les compétences, en fait, tu vas un peu t'ennuyer, tu vois. Il faut que tu apprennes des choses aussi. C'est comme ça que je le vois. Et donc, en fait, je leur dis, arrêtez de mettre les compétences, donnez la mission globale, donnez les types de choses qui peuvent être faites dans cette mission, dans ce job, mais surtout pas la liste des compétences strictement, parce que vous allez perdre plus de la moitié des femmes, en fait. Et donc voilà, donc ça c'est un point important. Et je pense que c'est propre aux jeunes générations qui sont aussi très intéressées par la mission de ce pourquoi elles font ce job et pas seulement de ce qu'elles vont faire au quotidien. Voilà, ça fait beaucoup plus rêver de savoir ce pourquoi on travaille. Et moi je me souviens toujours de pourquoi j'ai accepté l'offre de Bloomberg, parce que j'avais plusieurs offres à une époque de plusieurs boîtes techniques. C'est qu'en fait, voilà, la mission de Bloomberg, c'est de rendre la finance transparente. Et j'avais adoré cette mission. Voilà. Et du coup, on développe des modèles pour aller regarder ce qui se passe sur les marchés, de comprendre ce qui se passe, d'aller et détecter des signaux faibles, voilà, même détecter des initiés, etc. Donc c'est une mission extrêmement noble. Voilà. Aurélie, l'IA, donc l'intelligence artificielle, et demain, je sais que c'est une question qu'on te pose souvent, mais en quoi est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui contribue à forger un monde meilleur, un futur souhaitable, peu importe comment on l'appelle. Il y a aussi beaucoup de clichés sur le fait que l'intelligence artificielle détruit les jobs, robotise le monde. Je sais pas, j'ai même pas envie de tous les citer. Mais toi qui travailles et qui est vraiment une experte de ces sujets, donc qui peut en parler aussi, en quoi pour toi ça contribue à un futur plus souhaitable ? Alors, je dirais que toute technologie, tout moyen, toute méthode peut être utilisée pour faire le bien comme pour faire le mal, tu vois. Et par exemple, je prends le nucléaire. Alors moi, je suis très pro-nucléaire. Le nucléaire, ça sert à détecter des tumeurs, ça sert à créer de l'énergie. Et puis malheureusement, ça a servi à la bombe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de comment tu utilises. Donc l'IA, c'est pareil. L'intelligence artificielle, elle peut être utilisée pour manipuler l'opinion, orienter des votes, manipuler des gens, tu vois. Donc on n'est plus dans l'orientation, on est vraiment dans la manipulation, que ce soit de la manipulation à des fins commerciales ou à des fins politiques. Et puis l'IA peut être utilisée dans plein d'autres choses. Ça peut être utilisé, par exemple, dans moi ce que j'ai fait avec mon deuxième entreprise, tu vois, dans le domaine médical, ce que j'ai fait avant moi j'ai travaillé dans l'ingénierie des tissus, c'est-à-dire développer des modèles pour aider les médecins à reconstruire des organes ou des tissus en laboratoire pour remplacer des tissus ou des organes malades sur des patients. C'est encore au stade de recherche. Ça marche très bien pour la peau, mais ça marche pas encore très très bien pour des organes fonctionnels, structurellement fonctionnels, j'entends. Et puis ça peut aider pour plein d'autres choses. Je veux dire, ça peut permettre à des gens dépendants d'être moins dépendants. Ça peut aider à combattre certaines maladies neurologiques. Ça peut aider à communiquer, tout simplement, à s'organiser, à travailler. Ça peut aider dans le sport. Je pense à Yannick Nyanga, qui est un très bon ami à moi et qui est directeur sportif du Racing 92, qui est l'équipe de rugby que je soutiens. Et au passage, FYI. Et en fait, Yannick, il est très très impliqué dans justement l'utilisation de la data et de qu'est-ce qu'on peut faire avec cette data pour aller à travers des modèles, ou des modèles apprenants ou des modèles mathématiques, pour aller comprendre comment un joueur s'entraîne, comment améliorer son entraînement, comment améliorer l'entraînement de l'équipe, comment préparer un match, etc., etc. Donc en fait, la réponse à cette question est plus complexe. C'est-à-dire que ça peut, comme tu l'as très bien dit, il y a des clichés. Et pour être plus précis, il y a des vérités et des vérités déformées. La vérité, tu l'as dit, l'IA va détruire des jobs. Mais en réalité, toute technologie qu'on a vue avant, toute innovation, tout progrès qu'on a eu dans l'histoire a détruit des jobs. Cela étant dit, d'autres jobs sont apparus. Et surtout, la vérité qui est déformée, c'est de dire qu'il y aura plus de jobs. Tu vois. Et ça, c'est faux, c'est absolument faux. Je pourrais pas te dire ce qui va se passer dans le futur, mais il y a
il y a certainement des jobs qui vont disparaître. Il y a d'autres jobs qui vont apparaître. Il y a des jobs dont on aura besoin plus de gens. Par exemple, je ne serais pas étonnée qu'on ait encore plus besoin de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, de gens pour aider parce qu'on a une population vieillissante, etc., etc. On va être davantage dans le service. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont apparaître. Et surtout, pour penser à vos deux filles, vos deux petites puces, c'est certain que le job qu'elles vont avoir plus tard n'existe sûrement peut-être pas encore. Mmh. Donc, en fait, il y a plein de choses qui vont arriver et peut-être qu'on va moins travailler. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le nombre d'heures qu'on fait par semaine légalement, enfin contractuellement, et ce que travaillaient nos grands-parents, on n'est pas du tout sur les mêmes quantités d'heures de travail. Donc ça veut dire qu'on va peut-être travailler moins avec le même salaire, bien évidemment, et puis qu'on va avoir à côté d'autres activités liées à l'entertainment, le divertissement. Donc le divertissement va exploser. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, et petit détail aussi, c'est pas parce qu'une technologie d'IA peut faire quelque chose, technologiquement parlant, mieux que l'humain, qu'il va falloir le faire. Je donne un exemple qui est un exemple flagrant. Il y a quelques années, des tests qui ont été faits dans un hôtel du Japon, où en fait, ils ont mis des robots pour accueillir les gens qui venaient check-in, je sais pas comment on dit, s'enregistrer à l'hôtel après un voyage. Et en fait, au bout d'une semaine, alors que le Japon a quand même un rapport très particulier avec les robots humanoïdes, ça fait vraiment partie de leur culture. En fait, ils ont dû l'enlever au bout d'un certain temps, très rapidement. Je crois que c'est une semaine, je voudrais pas dire de bêtises. Pourquoi ? Parce que lorsque les gens arrivent à un hôtel, ils ont besoin d'avoir un contact humain. Tu vois, pour les rassurer, parce qu'ils viennent d'un voyage, en voiture, en train, en avion. Et voilà, donc, il y a aussi des choses où c'est pas parce que la machine peut le faire qu'il faudra le faire forcément, parce qu'on aura besoin d'un contact humain pour X raisons. Donc est-ce que l'IA peut permettre un monde meilleur ? L'IA peut permettre un monde meilleur comme plein d'autres moyens, méthodes, technologies, mais il y a aussi des menaces, et donc l'important, c'est de faire en sorte que les gens comprennent, faire en sorte que les utilisateurs, les concepteurs, les dirigeants politiques, les dirigeants économiques prennent conscience de toutes ces choses-là pour pouvoir le faire correctement, d'embarquer tout le monde, d'augmenter les bénéfices en diminuant les menaces, voire en les éliminant, bien évidemment, etc., etc. Donc oui, c'est possible. C'est bien évidemment. Pour ça, faut aussi développer leur awareness en fait sur ces sujets-là, et qu'ils soient en capacité déjà de comprendre comment ça fonctionne, les limites, les tenants et les aboutissants, etc., etc. Ce que tu dis, c'est que l'IA ne provoque pas des destructions nettes d'emplois. Ça change la nature de l'emploi, mais ça ne provoque pas de destruction nette de l'emploi. En tout cas, c'est pas comme ça que tu le perçois. Non, voilà, exactement. Et je dis parce que moi, quand j'étais étudiante, j'ai fait des jobs et que j'espère un jour être remplacée par l'IA, parce que c'est des jobs pénibles, des jobs durs, tu vois, et qu'il y a plein de choses dont on a besoin dans notre société, du service, du contact humain, de la compréhension, parce qu'on a une intelligence, nous, êtres humains, que les machines n'auront jamais, qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de situation, qui est quand même très fine, très particulière, très granulaire, qu'une machine n'aura pas. Donc il faut arriver aussi à comprendre tout ça. Et comme tu le disais très bien, Romain, il faut que les gens comprennent. Et c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que par exemple, quand on parle algorithme et IA, on pense réseaux sociaux, très souvent. Ouais. Et du coup, on a tendance à stigmatiser certains algorithmes qui sont utilisés dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas mauvais en soi, comme les algorithmes de catégorisation, ceux qui vont classer, par exemple, les utilisateurs sur Twitter, par exemple, en fonction de qui ils aiment, de qui ils suivent et des contenus qu'ils aiment. On va les classer. Du coup, l'idée, c'est de dire, des gens qui appartiennent à la même classe auront les mêmes envies, les mêmes choses qu'ils vont aimer, qu'ils vont lire. Et du coup, à la fin, tu peux malheureusement créer des effets de bulle où tu vas ne voir dans tes contenus Twitter que les choses que les gens comme toi voient. Donc, tu as ce qui tend à polariser, en fait, les opinions et les manières de voir le monde. Mais en tout cas, ces algorithmes-là peuvent être utilisés dans plein d'autres domaines où ça marche très bien pour plein d'autres choses. Et l'effet bulle n'est pas une fatalité. Donc, voilà. Et donc, je te dis ça parce que le fait, quand les gens parlent des réseaux sociaux, en fait, je pense que les gens n'ont pas encore compris comment ces algorithmes fonctionnaient réellement sur les réseaux. Sinon, les gens passeraient moins de temps sur les réseaux. Surtout, les gens même élimineraient certains réseaux de leur vie, tu vois. Et je pense qu'ils n'ont pas encore compris parce que, paradoxalement, les réseaux sociaux impliquent un système vachement démocratique. Pourquoi ? Parce que nous sommes le talon d'Achille de Twitter, de Facebook, de Google, tu vois. C'est-à-dire que si demain on décide tous, ou en tout cas en masse significative, d'arrêter d'utiliser Twitter, Twitter ne vit plus. Et alors qu'en fait, tu pourrais tout à fait te dire, une entreprise qui va vendre une machine à laver, quelque part, tu as toujours besoin d'acheter une machine à laver à un moment dans ta vie, voire plusieurs. T'es pas obligé de vivre avec Twitter. Là, les gens vont dire, si, professionnellement, j'en ai besoin. Non, en fait. C'est toujours, il y a vraiment une posture à avoir. Et je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ils ont du pouvoir sur ces réseaux. Je pense pas qu'ils le réalisent vraiment, en fait.
Et moi, je sais que j'utilise pas du tout les réseaux comme certains de mes amis les utilisent, quoi. Tu vois, je fais très très attention, autant dans ma consommation que dans ce que je poste, de comment voilà, sur Twitter, je vais suivre des gens, par exemple, auxquels je n'adhère pas forcément dans les opinions, parce que je veux en fait voir des choses qui ne me ressemblent pas. Voilà. Ouais. Ils ont compris le hook psychologique profond qui fait qu'on arrive à rester, en fait. Ouais, bah oui, exactement, exactement. Et il y a beaucoup de psychos d'ailleurs, hein, dans les réseaux sociaux. Par ailleurs, je trouve ça fascinant. Enfin, je trouve ça extrêmement intéressant. Et moi, je soutiens les réseaux sociaux. Je pense que c'est une belle invention. Maintenant, c'est de savoir ce que ça devient, comment les gens l'utilisent, comment on encadre, quels sont le rôle des acteurs, que ce soit le concepteur, le dirigeant économique de la boîte en question, que l'État dans lequel la société, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'implications, beaucoup de menaces, mais il faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Don't be evil, c'est pas ça. Il y en a pas un là qui dit Voilà. ça. Voilà. Comment l'IA, pour rester sur l'IA, comment l'IA vient modifier le rôle du manager? Parce qu'on a parlé de la modification du métier, de la vision, de la mission de l'entreprise, mais vraiment sur le rôle du manager, ça va venir impacter quoi, ou ça vient déjà impacter quoi? Alors, ça impacte à différents niveaux, j'imagine. La première, c'est que toute société, toute entreprise aujourd'hui va potentiellement, si ce n'est pas déjà fait, utiliser dans le futur plus ou moins proche des technologies d'IA. Tu vois. Partant de ce principe, il faut que l'entreprise comprenne ce qui est possible, ce qui n'existera jamais, ce qui existera un jour. Et comprendre un minimum les mécanismes pour pouvoir aussi avoir une grille de lecture lorsqu'il regarde ce qui est fait, de voir les innovations, de voir les news à ce sujet, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un buzzword. Et par exemple, moi, on m'envoie souvent des news en disant tiens, regarde ce qui est fait, tiens, regarde ça. Et en fait, quand tu lis entre les lignes, tu vois que c'est pas exactement ça qui se passe, tu vois. Donc, il faut faire très attention. Et donc, le manager, le leader dans une entreprise a besoin de comprendre ce qui se passe pour pouvoir avoir un regard critique et prendre des bonnes décisions pour sa propre entreprise. Qui, encore une fois, peu importe le domaine de l'entreprise, l'industrie, va utiliser, s'il n'est pas déjà fait, des technologies d'IA. Donc il y a cette partie-là pour moi qui est importante. Après, il y a le travail du manager au quotidien. Et là, c'est vrai que j'avoue, j'ai un peu de mal à voir, parce que ça dépend, j'imagine, du type de manager, à quel niveau, quelle est l'industrie, etc. Mais si lui-même est amené à utiliser des technologies d'IA dans son métier, c'est là encore, c'est comment les utiliser. Et le manager, je pense qu'il a une responsabilité forte de faire en sorte que les gens qu'il manage, qu'il gère, comprennent les tenants et les aboutissants des technologies qu'ils utilisent ou des technologies avec lesquelles ils interagissent même sans le savoir, tu vois, et au sein de l'entreprise. Et ça, je pense que le manager doit s'assurer en fait d'une bonne compréhension de ces outils par les gens, je pense. Tu formes les codir aujourd'hui à comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle? Alors, former, c'est un grand terme. Ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup, moi, avec la Sloan du MIT, donc c'est la business school du MIT, et en particulier l'executive education. Donc, on travaille, on a des cours qu'on propose. Par exemple, j'ai un cours en ligne qu'on a développé, qui est en ligne depuis janvier, qui s'appelle ABT, Algorithmic Business Thinking, qui est destiné à des managers, des leaders d'entreprise, qui n'ont pas forcément un background technique, et qui est un cours, en fait, qui va les éclairer, les introduire à la technologie, à l'algorithmique en général, et jusqu'à même développer un algorithme même et l'implémenter, et de voir comment il fonctionne, pour pouvoir justement avoir cette position éclairée en tant que leader pour justement prendre les bonnes décisions, se poser les bonnes questions, être assez clairvoyant, et puis surtout être très critique sur ce qu'ils peuvent voir. Donc là, il y a une partie formation. Voilà, c'est vraiment, tu vois, la partie en executive education via le MIT, par exemple, ça, quoi. Tu nous enverras le lien, Aurélie, pour qu'on puisse bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui seraient intéressés. Et c'est que en anglais, du coup, ou tu as la même chose en français? Alors oui, c'est que en anglais. Non, c'est que en anglais. C'est un cours de 6 semaines. Il y a plein de gens qui sont impliqués dans ce cours, des gens vraiment formidables, des professeurs du MIT incroyables, autant côté économie, computer science, Sloan. Et je pense que c'est un cours qui est vraiment un beau cours introductif pour des gens qui aimeraient démarrer ce processus de formation à l'algorithmique et de l'impact que ça peut avoir dans son travail en tant que leader manager aujourd'hui et dans le futur. On a dit un mot tout à l'heure, le mot leader. Aurélie, c'est quoi ta définition du leader?
Alors pour moi, le leader, c'est surtout pas quelqu'un d'autoritaire, parce que souvent on a cette idée-là. Non, le leader, c'est quelqu'un qui va inspirer les autres. Pour moi, c'est une évidence, quoi. Enfin, je crois que la meilleure définition du leader que j'ai eue, c'était justement à travers une organisation qui s'appelle Tech Rocks, qui est une superbe organisation française, qui a été cofondée par Francis Nappé, qui est le cofondateur de Blablacar, ancien CTO, et qui en fait a créé cette organisation pour regrouper tous les leaders techniques français. Et je pense ils m'ont vraiment introduite à cette belle définition de leader, qui est celui qui inspire, qui embarque les gens vers une vision. Et c'est pas celui qui dit quoi faire, surtout pas. Ça s'appelle un micromanager. C'est pas bien. Voilà, il faut embarquer les gens et de façon à ce que les gens sachent à chaque fois, à tout moment, pourquoi ils font les choses. Moi, j'en suis persuadée. Donc un leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui engage, qui embarque et qui forme aussi, qui transmet. Est-ce que c'est le rôle que tu as dans les différentes sociétés que tu as créées? Comment est-ce que toi tu l'incarnes, ce rôle-là? Alors moi, j'adore transmettre. Alors, je pense que j'inspire et ça me touche toujours quand les gens me disent ouais, j'ai vachement été inspirée par ce que tu as fait, du coup j'ai fait ça. Moi, ça me touche beaucoup en fait. Ça m'émeut un peu à chaque fois. Par contre, consciemment, je travaille beaucoup à transmettre. Moi, j'adore former les gens. C'est un truc que j'adore. C'est-à-dire que même à travers ma boîte de conseil Insilico Veritas, lorsque je travaille avec des clients, je veux les former à ce que je fais, je veux qu'ils comprennent en fait. Et j'adore faire ça. Pour moi être un leader dans ma position vachement consciente du leader dans ce que je fais, c'est de transmettre, de former. Et déjà, puis pour des raisons pratiques, hein, si tu formes les gens, eh ben ils vont avoir moins de questions. Et du coup, tu gagnes du temps. Voilà, tout simplement. Et voir les gens peuvent le faire eux-mêmes. Moi, je travaille aujourd'hui aussi avec le cabinet The Arcane de Marion Dariotor, et je travaille avec deux femmes extraordinaires. Camille et Constance, et c'est vrai que voilà, je les forme dans ce que je fais, dans tout ce qui est partie de data, parce qu'elles sont intelligentes, elles sont brillantes et elles sont capables d'avoir les bons réflexes, de pouvoir travailler à mes côtés et même d'avoir des idées. Et voilà, moi je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui unable, c'est qui, comment on dit, qui facilite. je sais pas comment on dit. Ouais, voilà. Qui donne les capacités à faire. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, qui donne, voilà, exactement. Moi, mon but, c'est que tous les gens que je forme soient meilleurs que moi. Et comme ça, ma vie sera plus simple. C'est une sacrée mission, c'est génial. Le monde post-Covid, si tant est qu'on puisse en sortir un jour, il ressemblerait à quoi? Je vais pas parler au futur, mais je vais mettre un peu de conditionnel quand même. Écoute, quand j'avais écrit mon livre L'apprentissage fait la force, j'avais espoir que le monde post-Covid soit un monde où on ait atteint un consensus mondial sur ce que sont les sciences et ce qu'elles peuvent apporter. Et tous les débats aujourd'hui et la polarisation, surtout sur le rôle du vaccin, me rendent un peu triste, hein, voilà, me frustre, mais j'y crois encore parce que je pense qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte de choses, et on se rend compte, voilà, moi je parle beaucoup de la méthode scientifique que tout le monde doit pouvoir s'approprier, utiliser et transmettre aux autres. Donc le monde post-Covid, j'ai envie de dire, c'est un monde que j'espère avec un peu plus de cohésion sociale, c'est-à-dire que il faut s'aider individuellement les uns les autres, et il ne faut pas penser que parce que l'État est là, et je pense que cette crise nous l'a démontré, hein, c'est-à-dire que l'État n'a pas la solution à tout, et que c'est important aussi d'aider les uns les autres, de trouver des solutions à la volée sur des problèmes qui nous arrivent un peu de manière inattendue et pour lesquels on n'était pas du tout préparés. Donc c'est un monde, j'espère, avec plus d'aide des individus les uns aux autres, un monde où il y aura beaucoup plus d'éclairage scientifique, un monde où, et on l'a déjà vu, où les scientifiques s'impliquent encore davantage dans la transmission, la vulgarisation, et on l'a très bien vu avec les médecins. On a eu en France une armée de médecins formidables qui ont parlé, qui ont expliqué. J'ai peur d'en citer parce qu'il y en a. Enfin, je pense à un compte que j'adore qui s'appelle Le Doc sur Twitter. On se connaît bien et j'adore cette personne qui tient ce compte et qui donne des éléments éclairants, qui traduit de manière intelligible des articles scientifiques. Voilà. Et je pense que ça, on l'avait pas il y a encore 2 ans. Et si ça peut mettre en avant la vulgarisation et donner l'envie à d'autres de faire pareil, c'est génial parce qu'il y a plein de jeunes scientifiques et ingénieurs
qui déjà en fait font de la vulgarisation et qui ont pris un peu cet élan de la crise Covid pour pouvoir le faire davantage. Et je pense que c'est une bonne chose. Et je pense à une personne, moi j'adore citer les gens, que Victor connaît bien parce qu'on est bons copains avec lui, c'est Anis Ayari, qui est un ingénieur en intelligence artificielle, en machine learning, qui est extraordinaire, qui a une chaîne YouTube de dingue, il fait des vidéos, moi je me dis mais comment il fait, moi je serais incapable de faire ça. Il a une manière d'expliquer les choses, de prendre des exemples concrets de la vie courante, il est hyper didactique, enfin voilà, moi je conseille aux gens de les regarder, c'est Defend Intelligence, son compte Twitter et sa chaîne YouTube, et voilà, il nous faut plein de jeunes comme ça parce que moi il m'impressionne, quoi. Je trouve que ce qu'ils font c'est dingue, quoi. Ouais, c'est un peu ce que tu dis dans ton deuxième ouvrage, la méthode scientifique, c'est retrouve un esprit critique. Et moi, j'ai aussi l'impression que c'est un peu retrouver notre âme d'enfant, puisque on a de petites filles, comme qu'on le disait tout à l'heure, et la méthode scientifique, observer, expérimenter, avoir un raisonnement logique et être dans une logique d'usage de la théorie, c'est ce que font les gamins quand ils sont en plein apprentissage. Ils se posent pas la question, en fait, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Donc, à nous de retrouver un peu cet étonnement, cet émerveillement, développer la passion pour les sciences. Et tu l'as dit, hein, ça commence, je pense, à l'école, les parents, les employeurs. On a tous ce rôle-là, ça va faire un peu fanboy ce que je dis là, mais j'en prends mon parti. T'en es un rôle modèle hyper important et hyper fort. Et pour ça, merci. Bah, merci à vous, hein, parce que merci à vous de bien élever vos petites filles. On a besoin de petites filles qui croient en elles. Et voilà. Et je trouve que les parents ont un rôle. Enfin, moi, je sais que je serais pas devenue. Enfin, j'aurais pas fait ce que j'avais fait si j'avais pas eu mes grands-parents, quoi. C'est eux qui m'ont donné la force et la rage. Il faut une certaine rage aussi. En tout cas, à mon époque, il en fallait une. J'espère qu'aujourd'hui, c'est plus simple et qu'on n'a pas besoin d'avoir ce côté un peu rebelle pour aller décider de faire des maths ou de la physique ou voilà. Ouais, en tout cas, j'espère aussi que ce sera plus le précaré, parce que tu disais que c'est accessible finalement, quel que soit, en tout cas que c'est un peu transclasse. Oui. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même encore des barrières. On met les sciences à un niveau très très élevé en fait, qui peut faire un peu peur. J'avais une dernière question, Aurélie. Tipping Point, c'est un média. On a parlé de beaucoup de médias, de réseaux sociaux, là, de YouTube à l'instant. Quel est pour toi le rôle, en fait, des médias? Parce que t'écris beaucoup, tu publies beaucoup, justement dans ce monde post-Covid, parce qu'on lit un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi tu fais? Comment est-ce que tu sélectionnes aussi là où tu écris, là où tu n'écris pas? Tu vois, quel est le rôle des médias dans la construction d'un monde un peu meilleur? Alors le rôle des médias, il est, je crois, hyper fondamental, encore plus aujourd'hui qu'il y a 2 ans, avant la crise du Covid, parce que les médias, ça, pour être tout à fait honnête, les médias ont été notre fenêtre sur le monde pendant les différents lockdowns, enfin les différents confinements, en particulier les premiers en France et aux États-Unis, où qui étaient assez violents. C'est les médias qui étaient notre fenêtre sur le monde, que les médias. Médias alternatifs de type réseaux sociaux, ou médias traditionnels, presse, radio, télé, ou après tous les podcasts et autres. Et donc, partant de ce principe, les médias ont un rôle fondamental, un rôle dans, bien évidemment, la construction, la transmission de choses qui sont vérifiées, ordonnées, hiérarchisées, et j'insiste sur hiérarchisées, parce que Internet que je défends et que j'adore a tendance à ne pas hiérarchiser l'information, c'est-à-dire que tu mets au même niveau une information sur une influenceuse dont on se moque, voilà, de son avis sur le Covid, avec un influenceur, peu importe, qui s'intéresse plutôt à, je sais pas moi, à des voyages dans l'hémisphère sud, enfin tu vois, et puis on met au même niveau ça, et puis un médecin un médecin des urgences qui va parler de son travail au quotidien auprès de patients et ce qu'il voit, tu vois. Et donc voilà, il y a une hiérarchisation qui est importante, et c'est là où les médias traditionnels peuvent gagner cette bataille. J'aime pas trop la métaphore de la guerre, mais c'est vrai que il n'y a pas de hiérarchisation sur les réseaux sociaux, tu vois. Il y a une organisation organique faite par les utilisateurs, mais la réalité, c'est que la hiérarchisation, elle existe à travers les médias qui ne sont pas des médias alternatifs, mais des médias plus traditionnels, ou de ce que vous faites vous, tu vois. Et je pense que c'est là-dessus que vous devez jouer votre carte. C'est la carte de la vérification, et même les médias traditionnels ont du travail à faire. C'est-à-dire qu'il y a certains médias, si tu veux, qui se sont plantés, qui ont invité des gens sur des plateaux télé
qui n'étaient pas ce qu'ils disaient, ce qu'ils étaient, enfin, tu vois, qui n'étaient pas ce qu'ils disaient. Il y a eu voilà, des erreurs, il n'y a pas eu de fast-checking, et parce qu'on est dans cette dynamique du scoopisme, à savoir de donner de l'information le plus rapidement possible, les médias traditionnels sont un peu, tu vois, ils doivent retrouver un peu leur marque. Et c'est là où les podcasts, je trouve, sont vachement intéressants parce qu'ils sont pas du tout dans le scoopisme. Le podcast, de par son format et sa temporalité, est davantage dans le temps long, mais avec de l'information pertinente dans l'instant. Et donc, je trouve que le podcast a bien réussi ce virage, mais les médias traditionnels doivent travailler là-dessus. Et les médias traditionnels ont aussi une mission. Et je pense à ça parce que le directeur du Point l'a brillamment fait récemment, Étienne Jarnel, que j'adore, qui a récemment fait un édito dans le Point sur les droits voisins et son combat face à Google. Et je trouve que la mission aujourd'hui des médias, qui n'était pas une mission qu'ils avaient avant, est de se battre pour leur statut et se battre pour leur statut, leur position et leur mission, ce pourquoi ils existent. Voilà. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc voilà, c'est intéressant. Bon, génial. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce petit temps avec toi. C'était vraiment chouette. On t'a dit avant l'enregistrement, mais ça faisait longtemps qu'on avait envie de discuter avec toi d'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que c'est un sujet clé pour comprendre aussi le monde dans lequel on vit et qui vient éclairer énormément de choses du quotidien, et même quand on n'est pas expert, en fait, c'est tout autour de nous, donc on a tous besoin d'en saisir un petit peu les principes. Ou, en tout cas, je pense que le travail que tu fais de vulgarisation et d'action aussi pour féminiser un peu ce monde-là a beaucoup de résonance pour nous et un impact extrêmement fort. Donc merci aussi de le partager sur Tipping Point. Je sais pas, peut-être en conclusion de la conclusion. Si on doit lire, on doit commencer par un de tes bouquins. On commence par lequel? Alors j'ai pas écrit beaucoup de bouquins, j'en ai fait que 2. Ouais. Mais par contre, tes écrits en tout cas, qu'il faut lire le prochain. Ouais. Faut lire le prochain. Non, alors il y a 2 choses. Ouais, voilà, je sors un livre en octobre qui s'appelle Les algorithmes font-ils la loi ? Surtout voilà, vous verrez de quoi ça parle, mais il y a l'article dont je suis la plus fière, parce que je l'ai écrit avec mes tripes, en fait. Et c'est quand tu écris avec ton cœur, en fait, que tu es la plus pertinente, je trouve. C'est un article qui a été publié le 4 janvier dernier dans Libé, qui est sur la réussite et l'échec. Et dans lesquels, voilà, l'une des rares fois, et la journaliste m'a vraiment... Anastasia m'avait vachement encouragée à le faire, à donner des exemples concrets de ma personne à moi, voilà, sur mes échecs et ma réussite. Et voilà, je trouve que c'est un article que j'aime beaucoup. C'est un article qui parle, c'est un article que voilà, les gens ont été touchés et voilà. Donc je pense que c'est un papier sur la réussite et l'échec dans Libé, sorti le 4 janvier 2021. Voilà, qui est l'article dont je suis la plus fière, mais qui n'a rien à voir avec les sciences en fait. Mais voilà, j'en suis fière. Et puis après, pour les sciences, bien évidemment le premier livre, hein, c'est parce qu'il est assez accessible et voilà, et le prochain. J'espère. Génial. Et on lira, on mettra aussi les liens vers cet article-là, parce que les réussites et les échecs, on est aussi assez en lien avec Tipping Point, et ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, tu es qui tu es, j'imagine. Oui, parce qu'on a beaucoup échoué, en fait. Tout le monde, tous, et c'est ça aussi. Tout le monde, mais c'est normal. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment. Bravo pour ce que vous faites encore. Merci aussi pour ton franc-parler, parce que c'est hyper agréable d'avoir des personnes qui savent parler vrai, avec une grande authenticité. On ressent aussi une grande générosité. Tu vois, même à distance, moi j'ai ressenti beaucoup de générosité. Et je crois que c'est l'amour et la passion de ton job, de ce que tu fais des autres, parce que c'est aussi une passion humaine derrière, ce qui fait que ça rend le sujet passionnant. Et franchement, moi j'invite tous nos auditeurs à aller te suivre sur les réseaux sociaux, à lire tes chroniques du Point régulièrement, parce que ce sont des sujets qui sont d'actualité, qui nous touchent, qui nous impactent. Ce ne sont pas des sujets qu'il faut prendre à la légère, c'est des sujets sur lesquels il faut avoir un peu de recul. Donc suivez des scientifiques, des vrais, qui ont un regard critique sur leur métier, sur la façon de faire,
pour tout ça, Aurélie, un grand merci. Et puis, Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser irréel. Ouais. Carrément. Je reviens à Paris dans 1 mois et demi. Ah, bah super. Pour la sortie du livre, justement. Génial. Merci beaucoup, Aurélie. À bientôt. Merci infiniment. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!